Les audios de Tribune Libre. Nous autres, d'après Eugène Zamiatine, une production et une réalisation Stéphanie Reynaud pour Tribune Libre. Note 2. Le ballet, l'harmonie carrée, l'X. Nous sommes au printemps. De derrière le mur vert, des plaines sauvages et inconnues. Le vent nous apporte le pollen jaune et mielleux des fleurs. Ce pollen sucré vous lèche les lèvres, sur lesquelles il faut passer la langue à chaque instant. Toutes les femmes que l'on rencontre doivent avoir les lèvres sucrées, et les hommes aussi, naturellement. Cela trouble un peu la pensée logique. Mais par contre, quel joli ciel! Il est bleu, pur du moindre nuage. À quel point les anciens devaient avoir le goût barbare pour que leurs poètes fussent inspirés par ces volumes vaporeux, informes et niais, se pressant stupidement les uns les autres. J'aime, et je suis sûre de ne pas me tromper si je dis que nous aimons seulement ce ciel irréprochable et stérile. En des jours comme celui-ci, le monde entier paraît être coulé dans le même verre éternel et impassible que celui du mur vert et de tous nos édifices. En des jours comme celui-ci, on aperçoit la profondeur bleue des choses et l'on voit leurs équations stupéfiantes, qui jusque-là vous avaient échappé, même pour les objets les plus familiers et les plus quotidiens. En voici un exemple. Je me trouvais ce matin sur le dock, où l'on construit l'intégrale, et j'examinais les machines. Aveugle, inconsciente, les boules des régulateurs tournaient, les pistons étincelants oscillaient à droite et à gauche. Le balancier jouait fièrement des épaules et le ciseau du tour grinçait au rythme d'une tarentelle merveilleuse. Je compris alors toute la musique, toute la beauté de ce ballet grandiose, inondé d'un léger soleil bleu. Pourquoi est-ce beau ? Me demandai-je. Pourquoi la danse est-elle belle ? Parce que c'est un mouvement contraint dans le manuel idéal de liberté. Parce que le sens profond de la danse réside justement dans l'obéissance absolue et extatique, dans le manuel idéal de liberté. S'il est vrai que nos ancêtres se soient adonnés à la danse dans les mouvements les plus inspirés de leur vie, au cours des mystères religieux, des revues militaires, etc., c'est seulement parce que l'instinct de la contrainte a toujours existé dans l'homme. Nous autres, dans notre vie actuelle, nous ne faisons qu'entrevoir. Je finirai plus tard. Le tableau vient de faire entendre son déclic. Je lève les yeux. C'est O90, naturellement. Elle sera ici dans une demi-minute. Elle vient me chercher pour une promenade. Chère O. Il m'a toujours paru qu'elle ressemblait à son nom. Il lui manque environ 10 cm pour avoir la norme maternelle. C'est pourquoi elle a l'air toute ronde. Sa bouche rose, qui ressemble à un O, s'en trouve à la rencontre de chacune de mes paroles. Elle a un repli rond au poignet, comme en ont les enfants. Quand elle entra, le volant de la logique ronflait encore en moi, et sa force vive me fit parler de la formule que je venais d'établir, dans laquelle nous entrions tous, nous, les machines et la danse. « C'est merveilleux, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Oui, c'est merveilleux, c'est le printemps !» répondit O90 en me faisant un sourire rose. Et voilà, c'est le printemps. Elle me parle du printemps. Les femmes. Je me tue. En bas, le boulevard était plein. Par ce temps, l'heure personnelle qui suit le déjeuner devient généralement l'heure de la promenade complémentaire. Comme d'habitude, l'usine musicale jouait par tous ses haut-parleurs l'hymne de l'État unique. Les numéros, des centaines, des milliers de numéros, en unif bleuâtre, ayant sur la poitrine une plaque d'or avec le numéro national de chacun et de chacune, marchaient en rang mesuré, par 4, en marquant triomphalement le pas. Et moi, ou plutôt nous formions une des innombrables vagues de ce courant puissant. J'avais, à ma gauche, O90. Si un de mes ancêtres velus d'il y a 1000 ans écrivait cela, il l'appellerait probablement de ce mot ridicule « mienne ». À ma droite, 2 numéros inconnus, féminins et masculins.
Le ciel magnifiquement bleu, les minuscules soleils dans chacune de nos plaques, les visages non obscurcis par la démence des pensées, tout semblait fait d'une seule matière lumineuse et souriante. Le rythme cuivré résonnait. Tram-tatam. Ces tram-tatam, ce sont des marches de bronze resplendissantes au soleil. Et à chaque marche, on élève toujours plus haut dans le bleu vertigineux. Brusquement, ainsi que ce matin sur le dock, je compris encore, comme pour la première fois de ma vie, je compris tout. Les rues impeccablement droites, le vert des chaussées tout arrosé de rayons, les divins parallélépipèdes des habitations transparentes, l'harmonie carrée des rangs de numéros gris-bleu. J'eus alors l'impression que ce n'étaient pas des générations entières, mais moi, bel et bien moi, qui avais vaincu le vieux Dieu et la vieille ville, et que c'était moi qui avais construit tout cela. Je me sentais comme une tour, et je craignais de remuer le coude, de peur que les murs, les coupoles, les machines ne s'écroulassent en miettes. Puis je fis un bond en arrière par-dessus les siècles. Je me souvins, c'était incontestablement une association d'idées par contraste, d'un tableau dans un musée. Il représentait un boulevard au XXe siècle, bigarré à vous faire tourner la tête, rempli d'une foule de gens, de roues, d'oiseaux, d'affiches, d'arbres, de couleurs, d'oiseaux. Et l'on dit que cela a vraiment existé. Cela me parut si invraisemblable, si absurde, que je pus me retenir et éclater de rire. Immédiatement à droite, j'entendis un rire. Je tournai la tête de ce côté et des dents pointues, extraordinairement blanches, me frappèrent les yeux. C'était le visage d'une inconnue. « Excusez-moi, dit-elle, mais vous regardez tout ce qui vous entoure d'un air tellement inspiré, comme le dieu du mythe, le 7e jour de la création. Vous êtes sûr, ce me semble, que c'est vous qui m'avez créé aussi, et non un autre. J'en suis très flattée. » Tout ceci fut dit sans un sourire, et, je dirais même, avec un certain respect. Il est possible qu'elle sache que c'est moi, le constructeur de l'intégrale. Mais elle avait dans les yeux et les sourcils je ne sais quel X étrange et irritant que je ne pouvais saisir et mettre en équation. Je fus assez troublé, et, en m'embrouillant un peu, je commençais à expliquer mon rire. Il est tout à fait évident que ce contraste, cet abîme infranchissable entre ceux d'aujourd'hui et ceux d'alors... Non, pourquoi infranchissable ? Comme elle a les dents pointues et blanches. On peut jeter un pont sur un abîme. Pensez un peu, les tambours, les bataillons, les rangs serrés existaient dès cette époque, et par conséquent... Bien sûr, c'est clair, m'écriai-je. C'était une transmission d'idées tout à fait frappante. Elle exprimait, presque avec mes propres paroles, ce que j'avais commencé d'écrire avant la promenade. Vous voyez, même les idées se ressemblent. Et ceci, c'est parce que personne n'est un, mais un parmi, un d'eux ou un des. Nous sommes tellement semblables. Vous en êtes sûr ? Demanda-t-elle. J'aperçus ses sourcils relevés vers les tempes, qui formaient un angle aigu, comme les jambages de l'X. Je me troublais encore. Je jetai un coup d'œil à droite, à gauche et... À ma droite, j'avais l'inconnue, fine, tranchante, souple comme une cravache, I-330. J'aperçus son numéro. À ma gauche, tout à fait différente, tout en rondeur, avec ce pli charnu qu'ont les enfants au poignet. À l'autre extrémité de notre groupe se trouvait un numéro mâle, ressemblant à la lettre S et comme replié sur lui-même. Nous étions tous différents. L'autre, celle de droite, I-330, vit mon regard troublé et dit avec un soupir. « Oui, hélas. » Je ne le conteste pas, c'était tout à fait juste. Mais il y avait sur son visage ou dans sa tête quelque chose. Aussi je lui répondis d'un ton raide qui ne m'était pas habituel. Il n'y a pas de « hélas ». La science se développe et il est tout à fait évident que, sinon de suite, tout au moins dans 150 ans, même l'aîné ? Oui, même l'aîné, m'écriai-je. Puisqu'il y a encore une raison d'envier, j'ai un nez qui ressemble à un bouton. Un autre a un nez qui ressemble à... J'admets que votre nez est même un peu classique, comme on disait autrefois. Mais vos mains ? Non, montrez un peu.
Montrez vos mains. Je ne peux pas supporter que l'on regarde mes mains. Elles sont toutes couvertes de poils, toutes velues, par un atavisme absurde. J'étendis la main et je dis, d'un ton aussi dégagé que possible. Ce sont des mains de singe. Non, cela forme un accord tout à fait curieux, dit-elle. Elle me pesait des yeux comme avec une balance. Les jambages de Lix se dessinèrent encore dans l'angle de ses sourcils. « Il s'est inscrit pour moi !» s'écria gaiement la bouche rose de haut 90. Je fis une grimace. Ceci, en réalité, était tout à fait déplacé. Cette chair comment dire, la vitesse de sa langue est mal réglée. Cette vitesse doit être toujours en retard d'un peu moins d'une seconde sur la vitesse de la pensée et ne doit en aucun cas la devancer. À l'extrémité du boulevard, la cloche de la tour accumulatrice sonna sourdement 17 heures. L'heure personnelle était terminée. I-330 s'éloigna avec le numéro mâle en forme d'S. Il a un visage respectable et je m'en rends compte maintenant. Il ne m'est pas inconnu. Je l'ai rencontré quelque part. Je ne me rappelle pas où. Prenant congé, I me sourit d'une façon énigmatique. « Passez après-demain à l'auditorium 112 ?» dit-elle. Je haussai les épaules. « Si je suis convoquée dans cet auditorium, vous le serez », répondit-elle avec une assurance incompréhensible. Cette femme agissait sur moi aussi désagréablement qu'une quantité irrationnelle et irréductible dans une équation. Je fus content de rester un moment seul avec la chair O. Nous passâmes bras dessus, bras dessous, 4 rangées de boulevards. À un tournant, elle devait prendre la droite, moi la gauche. J'aurais tellement voulu aller vous voir aujourd'hui et baisser les rideaux. Justement aujourd'hui, tout de suite. Elle parlait timidement, en levant sur moi ses yeux ronds d'un bleu de cristal. Elle est drôle. Que pouvais-je bien lui dire ? Elle est venue me voir hier et elle sait aussi bien que moi que notre prochain jour sexuel ne tombera qu'après-demain. Voilà encore un cas où sa langue devance sa pensée, de même qu'il arrive à l'étincelle d'éclater trop tôt dans un moteur, au grand dommage parfois de son fonctionnement. En la quittant 2 fois, non, je serai exact, 3 fois, j'ai embrassé ses yeux bleus merveilleux, purs du moindre nuage. Note 3. La jaquette, le mur, les tables. En parcourant ce que j'ai écrit hier, je m'aperçois que mes descriptions ne sont pas suffisamment claires. Elles le sont certainement assez pour le premier venu d'entre nous, mais il se peut qu'elles ne le soient pas pour vous, inconnus, auxquels l'intégrale apportera mes notes, et qui n'avez lu le livre de la civilisation que jusqu'à la page où s'étaient arrêtés nos ancêtres, il y a 2000 ans. Il se peut même que vous ne connaissiez pas certains éléments, comme les tables des heures, les heures personnelles, la norme maternelle, le mur vert, le bienfaiteur. Il me paraît à la fois drôle et très difficile de parler de tout cela. C'est comme si un écrivain d'un siècle passé, du XXe si vous voulez, avait été obligé d'expliquer dans ses romans ce qu'est une jaquette, un appartement, une femme. Si son roman avait été traduit pour les sauvages, aurait-on pu éviter des notes explicatives au sujet du mot jaquette ? Je suis sûr que le sauvage, après avoir considéré la jaquette, aura dû se dire « À quoi bon cela ? Ce n'est qu'une gêne ». Je suis sûr que vous aurez la même pensée quand je vous aurai dit que, depuis la guerre de 200 ans, aucun d'entre nous n'a franchi le mur vert. Cependant, cher lecteur, réfléchissez un peu, cela aide beaucoup. C'est bien simple toute l'histoire de l'humanité. Autant que nous le savons, n'est que l'histoire du passage de la vie nomade à une vie de plus en plus sédentaire, la nôtre, et en même temps la plus parfaite. Les hommes n'ont voyagé d'un bout du monde à l'autre qu'aux époques préhistoriques, au temps des nations, des guerres, du commerce, de la découverte des 2 Amériques. Qui, à l'heure actuelle, a besoin de tout cela ? Je veux bien que l'habitude de cette vie sédentaire n'ait pas été acquise sans peine, ni d'un seul coup, lorsque, au temps de la guerre de 200 ans, toutes les routes ont été détruites et se sont recouvertes d'herbe. Vivre dans des villes séparées l'une de l'autre par des immenses cités vertes a paru au début très incommode. Mais après que l'homme eut perdu sa queue, il n'a pas dû apprendre en un jour à chasser les mouches sans l'aide de celle-ci. Et cependant, maintenant, pouvez-vous vous imaginer avec une queue ? Ou bien, si vous voulez, pouvez-vous vous représenter nu,
sans jaquette, dans la rue, il se peut que vous vous engonciez encore dans ces vêtements. C'est exactement la même chose pour moi. Je ne peux me présenter la ville non entourée du mur vert. Je ne peux m'imaginer une vie que ne recouvrent pas les vêtements chiffrés des tables. Les tables. Collés sur le mur de ma chambre, leurs chiffres pourpres sur fond or me regardent d'un air à la fois sévère et tendre. Ils me rappellent malgré moi ce qu'autrefois on appelait l'icône et me donnent envie de composer des vers ou des prières, ce qui revient au même. Ah, que ne suis-je poète pour vous chanter comme vous le méritez, ô table, cœur et pouls de l'État unique. Nous tous, et peut-être vous aussi, avons lu, étant enfants à l'école, le plus grand de tous les monuments littéraires anciens parvenus jusqu'à nous, l'indicateur des chemins de fer. Mettez-le à côté des tables, et vous aurez le graphite et le diamant. Tous deux sont constitués de la même matière, de charbon, mais comme le diamant est transparent et éternel. Comme il brille. Quel est celui qui ne perd la respiration en parcourant les pages de l'indicateur ? Eh bien, les tables des heures, elles ont fait de chacun de nous un héros épique, à 6 roues d'acier. Tous les matins, avec une exactitude de machine, à la même heure et à la même minute, nous, des millions, nous nous levons comme un seul numéro. À la même heure et à la même minute, nous, des millions à la fois, nous commençons notre travail et nous le finissons avec le même ensemble. Fondus en un corps aux millions de mains, nous portons la cuillère à la bouche à la seconde fixée par les tables. Tous, au même instant, nous allons nous promener, nous nous rendons à l'auditorium, à la salle des exercices de Taylor, nous nous abandonnons au sommeil. Je serai franc, nous n'avons pas encore résolu le problème du bonheur d'une façon tout à fait précise. 2 fois par jour, aux heures fixées par les tables, de 16h à 17h et de 21 à 22h, notre puissant et unique organisme se divise en cellules séparées. Ce sont les heures personnelles. À ces heures-là, certains ont baissé les rideaux de leur chambre. D'autres parcourent posément le boulevard en marchant au rythme des cuivres. D'autres encore sont assis à leur table, comme moi actuellement. On me traitera peut-être d'idéaliste et de fantaisiste, mais j'ai la conviction profonde que tôt ou tard, nous trouverons place aussi pour ces heures dans le tableau général et qu'un jour, les 86 400 secondes entreront dans les tables des heures. J'ai eu l'occasion de lire et d'entendre beaucoup d'histoires incroyables sur les temps où les hommes vivaient encore en liberté, c'est-à-dire dans un état inorganisé et sauvage. Ce qui m'a toujours paru le plus invraisemblable est ceci. Comment le gouvernement d'alors, tout primitif qu'il ait été, a-t-il pu permettre aux gens de vivre sans une règle analogue à nos tables, sans promenade obligatoire, sans avoir fixé d'heure exacte pour les repos ? On se levait et on se couchait quand l'envie vous en prenait. Et quelques historiens prétendent même que les rues étaient éclairées toute la nuit et que toute la nuit on y circulait. C'est une chose que je ne puis comprendre. Quelque trouble qu'ait été leur raison, les gens ne devaient pourtant pas être sans s'apercevoir qu'une vie semblable était un véritable assassinat de toute la population, un assassinat lent qui se prolongeait de jour en jour. L'État, par un sentiment d'humanité, avait interdit le meurtre d'un seul individu, mais n'avait pas interdit le meurtre progressif de millions d'individus. Il était criminel de tuer une personne, c'est-à-dire de diminuer de 50 ans la somme des vies humaines, mais il n'était pas criminel de diminuer la somme des vies humaines de 50 millions d'années. Cela prête au rire. N'importe lequel de nos numéros de 10 ans est capable en 30 secondes de comprendre ce problème de morale mathématique, alors que tout leur Emmanuel Kant réuni ne le pouvait pas. Aucun d'entre eux n'avait jamais pensé à établir un système d'éthique scientifique basé sur des opérations d'arithmétique. N'est-il pas absurde que le gouvernement d'alors, puisqu'il avait le toupet de s'appeler ainsi, ait pu laisser la vie sexuelle sans contrôle ? N'importe qui, quand ça lui prenait, c'était une vie absolument ascientifique et bestiale. Les gens produisaient des enfants à l'aveuglette, comme des animaux. N'est-il pas extraordinaire que, pratiquant le jardinage,
l'élevage de volailles, la pisciculture. Nous savons de sources sûres qu'il connaissait ces sciences. Il n'avait pas pu s'élever logiquement jusqu'à la dernière marche de cet escalier, la puériculture. Ah, ils n'ont jamais pensé à ce que nous appelons les normes maternelles et paternelles. Ce que je viens d'écrire est tellement invraisemblable et tellement ridicule que je crains, lecteurs inconnus, que vous ne me preniez pour un mauvais plaisant. Vous allez croire que je veux simplement me payer votre tête en vous racontant des balivernes sur un ton sérieux. Pourtant, je ne sais pas blaguer, car dans toute blague, le mensonge joue un rôle caché. Et, d'autre part, la science de l'état unique ne peut se tromper. Comment pouvait-on parler de logique gouvernementale lorsque les gens vivaient dans l'état de liberté où sont plongés les animaux, les singes, le bétail ? Que pouvait-on obtenir d'eux lorsque, même de nos jours, un écho simiesque se fait encore entendre de temps en temps ? Mais, fort heureusement, cela n'arrive que rarement, et c'est une petite question de mise au point. Il est facile d'y remédier sans arrêter la marche éternelle de toute la machine. Pour remplacer la clavette tordue, nous avons la main habile et puissante du bienfaiteur. Nous avons l'œil exercé des gardiens. À propos, je me souviens d'avoir vu le type courbé en S, rencontré hier, sortir plusieurs fois du bureau des gardiens. Cela m'explique le respect instinctif que j'ai eu pour lui et ma gêne lorsque cet étrange « i » en sa présence... Il faut reconnaître que cette « i » Ah. On sonne pour le coucher. Il est 22h30. À demain. C'était Nous autres, d'après Eugène Zamiatine, une production et une réalisation Stéphanie Reynaud pour Tribune Libre.